Bienvenue dans ProcessCast France avec Thomas Renaud et Claire Petit. Votre podcast de référence pour des insights clairs et pratiques sur la gestion des processus métiers et les technologies qui transforment notre manière de travailler. Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans un sujet vraiment clé pour les entreprises. Comment on prend de meilleures décisions plus vite? Et surtout, comment on s'assure d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour ça? Oui, bonjour. C'est un défi constant, en effet. Alors pour en parler, on s'appuie sur des analyses assez pointues de Bain, Deloitte, KPMG. L'idée, c'est de voir comment lier décision et talent pour booster la performance. Exactement. Dénicher des stratégies concrètes. Alors, un problème qui revient tout le temps, c'est ce flou. Qui décide quoi, finalement? Ça a l'air simple, mais ça freine tout. Pourquoi c'est si compliqué? Mais oui, c'est un constat quasi universel. Ce manque de clarté sur les rôles décisionnels, c'est un énorme goulot d'étranglement. Mais ce qui est intéressant dans les sources, c'est qu'elles proposent de dépasser la simple guerre des talents. C'est-à-dire? C'est-à-dire de connecter très spécifiquement les talents dont on a besoin aux décisions les plus critiques. Pas juste chercher les meilleurs dans l'absolu. D'accord. Donc, identifier les talents qui sont vraiment décisifs pour les décisions clés. Et comment on fait ça, concrètement? C'est pas toujours évident, j'imagine. Non, en effet. Il faut d'abord cartographier où se prennent les décisions qui ont le plus de valeur ou le plus de risques. C'est pas forcément au sommet. Prenez Maersk en Chine, par exemple. Les sources montrent que c'était les gestionnaires de terminaux fluviaux les plus cruciaux pour la logistique. Pas les hauts dirigeants. Ah oui, intéressant. Ou Amazon avec les employés des premières lignes qui prennent des décisions de merchandising vitales. Ou encore cette société minière en Afrique du Sud. Leur problème, c'était pas le manque de managers en général, mais spécifiquement d'ingénieurs miniers capables de prendre les bonnes décisions opérationnelles sur le terrain. Donc, ça change complètement la façon d'évaluer les compétences, non? Il suffit pas d'être un bon manager lambda. Précisément? Il faut être un bon décisionnaire dans son rôle spécifique. Évaluer la capacité à juger vite et bien. Et à faire exécuter derrière. Et comment on évalue ça sans tomber dans le piège de la complaisance? L'inflation des notes, par exemple, que vous mentionniez pour la société minière. Ah, ça, c'est un vrai sujet. Quand 80% des gens sont notés au-dessus de la moyenne, alors que la performance globale est bof, il y a un souci. Il faut des critères objectifs liés à l'impact des décisions prises. C'est l'idée de l'équipe de relais 4x100 d'Unilever, vous voyez, la performance collective prime. Et une fois qu'on a repéré ces bons décisionnaires, Une idée forte qui ressort, c'est de les maintenir plus longtemps dans ces rôles clés, comme le fait Shinhan Bank en Corée. ah oui, même si ça va à l'encontre des plans de carrière plus classiques où on push souvent. Exactement. Ça peut être plus payant pour l'organisation de garder cette expertise décisionnelle là où elle est critique. D'accord, très clair. Et pour structurer la prise de décision elle-même, les sources parlent de cadres comme rapide, RACI. C'est quoi la différence, au fond? Est-ce qu'il y en a un meilleur? L'objectif principal est le même, la clarté. Qui fait quoi? Qui décide à la fin? C'est ça le but. Rapide, recommandé, approuvé, performé, informé, décidé, insiste peut-être plus sur la séquence avec un décideur final unique. RACI, responsable, accountable, celui qui rend compte, consulté, informé, distingue bien celui qui fait, R, de celui qui est imputable, A. Donc, le choix dépend un peu de la culture de l'entreprise et du type de décision. Voilà. L'important, c'est d'avoir une méthode explicite, connue de tous, au moins pour les décisions importantes ou fréquentes. Ça évite les malentendus. Clarifier les rôles, c'est une chose. Mais après, il faut créer l'environnement qui va avec. Deloitte parle de 5 attributs. Oui, tout à fait. Et notamment cette idée de responsabilité axée sur l'apprentissage plutôt que sur le blâme. Ça doit pas être facile à mettre en place partout. Non, c'est clair que c'est un changement culturel pour beaucoup, mais c'est fondamental. Les 5 points de Deloitte sont liés, en fait. 1. Simplifier les droits de décision. 2. Une responsabilité transparente. Oui, mais pour apprendre et s'améliorer, pas pour chercher des coupables. 3. Aligner tout le monde sur une mission commune, comme l'a fait cette entreprise pharma pour accélérer sa R&D. 4. Oser distribuer l'autorité, donner plus de pouvoir en première ligne, mais avec des règles claires. Et 5. Mettre la voix du client au centre, souvent grâce aux équipes sur le terrain. Pour les points 2 et 4, cette culture d'apprentissage post-décision, c'est vraiment la clé. Et tout ça, ça repose beaucoup sur les épaules des managers, j'imagine.
Le coaching mentionné par KPMG, ça aide comment concrètement? Ah oui, le coaching ciblé, c'est très puissant. C'est pas juste pour le bien-être, c'est pour outiller les managers, les aider à mieux communiquer les décisions, à gérer les conflits qui peuvent naître quand on clarifie les rôles. À prendre des décisions sous pression aussi, sans doute? Exactement. Et surtout, à développer cette capacité d'autoréflexion, apprendre de ses propres choix, bons ou moins bons. C'est ça qui ancre le changement. Logique. Mais alors, question pragmatique. Si on fait tout ce travail d'analyse et qu'on se rend compte qu'on manque de ces fameux bons décisionnaires au poste clé, ça doit arriver souvent, non? Oui, c'est une situation très fréquente. Mais il y a des solutions. D'abord, le redéploiement. Une boîte tech, par exemple, a découvert que seuls 30% de ses postes vraiment critiques étaient occupés par ses meilleurs talents. 30%! Ah oui, quand même. Donc il faut oser bouger les lignes, réaffecter les meilleurs là où l'impact décisionnel est maximal. D'accord. Autre piste. Redéfinir les postes pour mieux utiliser les talents qu'on a. Par exemple, si on a un super ingénieur mineur, mais qu'il est débordé par l'administratif. On lui met du soutien pour qu'il se concentre sur les décisions techniques. Voilà. Ou alors, on standardise certains processus. La société minière a créé ce qu'ils appelaient des FROG, des règles opérationnelles fiables. Ça permettait à des personnes moins expérimentées de gérer certaines opérations courantes, libérant les experts pour les cas plus complexes. Ingénieux. Mettre en place toute cette clarté, ça semble tellement logique sur le papier. Mais on imagine bien les résistances, les freins. Ah ben oui, c'est pas un long fleuve tranquille. La complexité de l'organisation existante, c'est souvent un frein. Et puis, il y a souvent une confusion entre l'organigramme officiel, la hiérarchie et les circuits réels de décision. Qui influence quoi, vraiment? Et la peur de perdre du pouvoir, peut-être? Exactement. La transparence, ça peut faire peur à certains cadres qui avaient l'habitude d'une influence plus informelle, un peu dans les coulisses. Si tout devient explicite, ce jeu politique réduit. C'est humain de résister, mais les sources sont claires. Surmonter ça améliore la collaboration au final. Donc, si on devait résumer le message clé de tout ça, pour améliorer la performance, ce serait quoi? Je dirais qu'il faut absolument souder la gestion des talents et l'efficacité décisionnelle. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Identifier les postes décisionnels critiques? Y mettre les bonnes compétences, évaluer ses compétences spécifiques, utiliser des cadres clairs comme Rapid ou RACI pour que tout le monde sache qui fait quoi. Et créer un environnement de responsabilité, mais tourné vers l'apprentissage. Voilà. Et soutenir le tout avec du coaching managérial ciblé. C'est un ensemble cohérent. C'est pas simple, mais le potentiel est énorme. Parfait. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière idée à creuser, et si on imaginait des organisations structurées non plus seulement par fonction ou par hiérarchie, mais carrément autour du flux de leurs décisions les plus stratégiques? Ah, belle question. Quelle nouvelle forme d'organisation ça pourrait donner? Exactement. Une piste de réflexion pour la suite. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ProcessCast France. Cet épisode vous a été présenté par Reflo, la plateforme BPM qui aide les entreprises à documenter, automatiser et optimiser leurs processus grâce à l'IA. Découvrez l'intelligence qui simplifie les processus métiers complexes et accélérez la croissance de votre entreprise avec notre solution de gestion complète. Visitez reflo.com pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode.